Salut Fabien, Salut Seb, comment ça va? ça va et toi mon pote? Ça va génialissimement bien. Alors je t'accueille aujourd'hui pour la première d'une série qui va être sur les entrepreneurs nomades, puisque tu es un peu des deux, on se connaît un petit peu maintenant. Et je voulais justement que tu participes à ces vidéos-là, à la première justement, puisque tu as un parcours qui est atypique, et c'est ça que j'aime bien. Et puis surtout on partage un certain nombre de valeurs que je trouve intéressantes que voilà, tu puisses communiquer aussi un petit peu sur ma chaîne. Et puis toi aussi tu en fais beaucoup de vidéos, donc c'est intéressant qu'on puisse confronter ça. Et je voulais d'abord que tu me racontes un peu ton parcours, comment tu es venu à l'entrepreneuriat. Ok, alors merci tout d'abord d'avoir pensé à moi pour cette première vidéo. Et c'est ici qu'on avait fait la première vidéo. La toute première qu'on a fait ensemble. On s'est rencontrés là, on a fait la première vidéo. Alors mon parcours d'entrepreneur, comment je suis devenu entrepreneur Seb? Alors ça a démarré assez tôt. Déjà au niveau collège, je cherchais un petit business à faire, tu vois, je me rendais compte qu'il fallait que j'arrive à gagner un petit peu d'argent. Tu vois, là d'où je viens, on n'a pas tendance à demander de l'argent aux parents, si tu veux, on se débrouille comme on peut, quoi. Donc j'essayais de trouver des petits business, j'avais un petit calepin, tu vois, et je notais en fait quand j'entendais quelqu'un me dire si tu peux me trouver une console c'était une PlayStation à l'époque, pour mon fils, pour tel prix. Alors moi je notais, tu vois, puis quand j'entendais passer quelque chose, je faisais la petite transaction comme ça. Okay. Et puis un petit business sympa que j'avais monté grâce à l'arrivée du rap, l'arrivée de Stomy Bugsy, de Sectora, etc. Ils avaient mis à la mode le polo Lacoste. Et je rachetais les polos Lacoste des darons, si tu veux. On les lavait, on les repassait, et puis on vendait ça en occasion, ça nous faisait un petit billet, quoi. C'est de la friperie. Ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré, quoi. Mais on a tous, je pense, enfin moi aussi, c'est pareil, j'ai commencé à peu près à cette période-là. Je pense que c'est un peu l'esprit de la débrouille, effectivement, quand t'as pas d'argent, c'est le moyen quand même le plus simple d'en fabriquer. Ça reste quand même, effectivement, entrepreneur. À cet âge-là, c'est pas vraiment entrepreneur encore, mais du moins c'est un peu dans cette logique. L'esprit, on va dire, entrepreneur, l'esprit business, quoi. Ouais, c'est l'esprit business, ouais, c'est ça. On se rend trouve un compte moyen de faire un billet. Voilà, il faut un petit peu, voilà, comme tu dis, faire des billets, quoi. Ok, ça c'était la première expérience. Et donc après, comment est-ce que tu es passé aux choses sérieuses? Alors comment ça a débuté pour moi? Il y a prescription, donc je peux en parler. J'ai démarré l'import quand j'étais gamin, parce que les premières fois que j'ai commandé en Chine, c'était pour de la contrefaçon. Ça marchait beaucoup, tu vois, ça marche toujours d'ailleurs. C'est pas quelque chose que je conseille, je rappelle que c'est interdit. Mais voilà, c'est avec ça que j'ai commencé. C'était des copies de basket, si tu veux, ça se vendait très bien. Et puis, il y a un moment où mon entourage, tu vois, que ce soit la famille, mes voisins, etc., me disaient, voilà, il faut que tu arrives à trouver un business légal, parce que là, tu as des risques, etc. Et puis, il faut que tu arrives à trouver quelque chose pour te mettre dans les clous, quoi. Mais à chaque fois que je regardais, je trouvais un produit, et je me rendais compte que ça allait être compliqué avec les charges, avec voilà, les impôts, tout ça, je me disais, j'y arriverai pas, je vais juste réussir à équilibrer, je vais me battre comme ça, quoi. Et ma première entreprise, j'ai voulu la créer lorsque j'étais au lycée. C'était, pour tout te dire, à l'époque, je voulais créer le premier smoke shop. Ça n'existait pas sur Internet. J'avais trouvé les fabricants en Inde qui fabriquaient les bangs en acrylique, tu vois, toutes ces conneries-là. Et je voulais donc créer le premier smoke shop. Mon père m'a dit tu passes d'abord ton bac avant de créer ta première entreprise. Mais l'entreprise a été créée par quelqu'un d'Arras. L'entreprise réalise aujourd'hui 4 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont une vingtaine de salariés, c'est un truc qui cartonne, tu vois. Donc j'avais déjà eu le bon flair à l'époque. C'était une bonne idée, effectivement, ouais, voilà. regardiste. Et donc je suis toujours en train d'essayer de faire mes petits business. Et un jour j'ai un pote qui arrive, un pote d'enfance à la maison. Il me dit Fabien, il faut absolument que tu nous trouves ce truc-là. Alors je connaissais absolument pas. Tu vois, il me montre la photo, c'est une pocket bike. C'était la réplique des motos de course adultes en fait. Ok. Il me dit il y a Alexis de Paname qui est arrivé avec ça au quartier. Tout le monde en veut, c'est la folie. Ça coûtait 300 € à l'époque. Tu vois. Il me dit essaie de savoir où tu peux en trouver en lot. On est une dizaine et savoir si tu peux nous trouver ça moins cher, quoi. Mes potos savaient que j'avais toujours tendance, tu vois, à trouver les bons coups, tu vois, le flair à trouver les bonnes affaires, quoi. Donc je vais un peu sur internet, je me rends compte que le produit qui est vendu 300 à 350 € en France, tu arrives à le trouver à 200, 250 en Allemagne. Je dis bon déjà ça fait déjà un billet, tu vois, de gagner. Et je me dis bon voilà, c'est un produit qui est made in China, je vais aller voir ce que ça vaut. Et là ça a été vraiment le flash, le produit se vendait 75 $. 50 € à l'époque avec le taux de change qui était très intéressant. Tu vois. Je me dis waouh, il y a un bon billet à faire là. Un gros billet, oui. Ouais, tu vois, je me dis ça se vend 300, ça coûte 50 €, ça fait un bon billet. Et à l'époque mon ambition elle est simple,
je regarde autour de moi, voilà, autour de moi, gagner 2000 euros, c'était déjà un salaire convenable, tu vois. Ouais. Donc je me dis, si je peux trouver un business qui va me faire gagner 2000 euros par mois, qui va m'éviter d'avoir un job, d'avoir, tu vois, tout ce que j'ai toujours essayé de fuir, ou même d'aller, j'avais bossé chaque vacances à l'usine, mon père est ouvrier, donc il me faisait bosser dans son usine, et je me rendais vraiment compte que c'était pas ça que je voulais comme vie. Les 3-8, les conneries comme ça, tu vois, bosser de nuit, ou... J'ai fait ça quand j'étais... Ça te fait comprendre que c'est pas ce qu'on aime, tu vois. Ça payait bien les nuits, moi j'aimais bien pour ça en fait. Ça payait bien, mais... Et le week-end t'étais radical pour faire la fête, c'est tout le monde était plié, toi jusqu'à 6h du mat tu tenais quoi. Moi le week-end j'étais mort de ma semaine. Ça m'a tué ce truc là quoi. Et donc je fais mes calculs sur ce produit Seb et je me dis putain il y a un coup à faire. Je vais le tester sur internet. Je vais sur un site qui s'appelle desktopplus.com qui existe toujours. Je prends la photo de la Pocket Bike, je la mets sur le site, je fais des tarifs dégressifs comme si tu vois j'avais le produit parce que dans ma tête tu vois j'étais déjà en train de l'acheter si tu veux. Je me dis je vais stratégiquement je vais faire comme si j'avais déjà le produit, le prix que j'imaginais le vendre. Et puis là c'est vraiment on va dire la bonne étoile qui me fait un signe. Je reçois des appels tout de suite. J'ai un client du Luxembourg qui recherche 50 mini-motos. J'ai un client de Grenoble qui lui veut 25 motos. Mes potos qui veulent une dizaine de motos, tu vois. Et je me dis là, il y a vraiment quelque chose, quoi. Puis à ce moment-là, quand on m'appelle, je leur dis bon voilà, le conteneur est sur la route. Tu vois, je bluffe. Je veux vraiment aller jusqu'au bout de la chose. Et puis quand je vois qu'il y a vraiment un engouement, je me dis bon maintenant, il va falloir que j'arrive à convaincre ces acheteurs de patienter, et 2, il va falloir que je trouve les ronds que j'ai pas pour acheter le conteneur, tu vois. Ouais. Je prends le téléphone, je contacte le client au Luxembourg, je lui dis écoute, je vais être honnête avec toi, les 50 mini-motos je les ai pas, mais je suis en train de passer commande. Donc si tu patientes, je te fais d'ailleurs un prix, alors je dis pas ça, si tu patientes et que tu me prends la moitié d'un conteneur, parce qu'il en voulait 50 mais la moitié c'était 75, je lui dis je te fais un prix que tu ne pourras pas trouver ailleurs, tu pourras chercher, c'est vraiment le prix, j'ai vraiment margé peu mais ça va me permettre de commander le conteneur. Le mec ça l'intéresse, tu vois, il dit je fais un bon coup. Donc je lui dis fais-moi quand même un papier de ta banque pour me prouver que tu as les fonds, parce que moi il va falloir après que j'aille, tu vois, démarcher le banquier. Démarcher le banquier, tu vois. Le client de Grenoble, je lui fais la même chose, je lui dis écoute je te fais une offre spéciale, mes potos pareil. Et je vais voir le banquier. À ce moment, il va falloir trouver les ronds. Le conteneur coûtait 15 000 euros et j'avais que 3 000 euros, tu vois, ce que j'avais mis de côté, tu vois. Donc, je vais voir le banquier, je lui explique le projet, tu vois. Je sors d'un bac pro, si tu veux, donc on m'a motivé, tu vois, à faire de l'entrepreneuriat parce que, tu vois, on te fait bien comprendre qu'il va falloir te débrouiller toi-même, puis tu es motivé quand même en sortant de ce type de cursus, mais bon, après tu es vite face au nerf de la guerre qu'il faut de l'argent, quoi. Donc le banquier me dit t'as pas de structure, t'as rien à hypothéquer de ça, je peux pas te prêter de l'argent comme ça, tu vois. Alors moi je fais le forcing, il me dit écoute, la seule chose que je peux te proposer c'est un prêt étudiant de 9 000 euros. Tu es censé acheter une voiture, mais tu fais ce que tu veux avec. Tu vois. J'ai ok, pas de problème. Donc j'ai 9 000, 3 000, il me reste encore les 3 000 à trouver. Je fais le tour de la famille, je taxe 1 500 à mon cousin, je taxe 1 500 à mon père. Je dis écoute, je vous rembourse dès que le conteneur arrive. Ils disent ok, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, l'aventure se passe comme ça. Je commande le conteneur. Mes clients viennent chercher aussitôt. Je vends le conteneur en 15 jours. Le conteneur est vendu complètement, les 150 machines. Et j'ai un revendeur à 20 km de chez moi qui vient pour acheter de la marchandise et il me dit bah écoute, je veux un conteneur aussi. Donc je remets mes billes avec lui. Là je rachète un HQ, un grand conteneur. Et puis voilà, l'aventure démarre. Démarrer sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais, j'ai pris une vague au bon moment. Ouais, c'est ça. Faut être opportuniste, ouais, non, c'est souvent ça. Moi, j'ai créé ma première boîte, pareil, par opportunité.
Je bossais avec un pote qui m'avait demandé de venir bosser avec lui. J'ai appris le métier en faisant tous les trucs. Et puis, ça arrivé à un moment où il y avait une demande d'un client qui voulait l'exclusivité. Donc, fallait splitter le portefeuille client pour n'en garder qu'un. Et ben, moi, j'ai dit, bon, je vais partir exploiter les autres, quoi. Et c'est comme ça que j'ai monté aussi. C'était pas prévu, ça faisait pas partie du plan de départ original, mais l'opportunité s'est présentée. Ouais, fallait y aller. L'opportunité, comme tu dis, tu prends ou tu laisses passer, quoi. C'est ça, souvent, ouais, souvent. Et donc ça, c'était les démarrages. Les démarrages un peu sur les chapeaux de roue. Après, bon, on a tous des hauts, des bas. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est après, effectivement, il faut voir comment ça dure, ce qui se passe et ce qui te mène jusqu'à... C'était quand toute cette période-là, du coup? Alors, ça a démarré en 2005. Ça a monté 1 million d'euros la première année, 2 millions d'euros. J'ai été le premier à faire les scooters chinois, les quads, les dirt bikes, etc. Tu vois, j'étais précurseur sur toute cette gamme de produits. Et après, voilà, ça j'en avais déjà parlé, je crois, avec toi ou dans une vidéo. Après, voilà, le cycle se termine, je fais des erreurs de stratégie, j'ai aussi quelques bâtons dans les roues, je découvre la liquidation judiciaire. Et puis, je fais une salle de fitness, etc. Cette fois-ci, je goûte. Au moment où tu vois où le business descendait, j'ai créé une salle de fitness parce que je sentais que ça allait faire une liquidation, ma boîte d'import. Je me suis dit, il ne faut pas que je reste dans une négativité, il faut que je fasse un truc positif, tu vois. Donc là, je passais d'un business qui crachait beaucoup de thunes, tu vois, on parle en millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui avait une contrainte, c'est que le motorisé chinois, ça m'amenait pas mal de soucis SAV, donc j'avais mauvaise réputation, si tu veux. Pas avoir la beurre et l'argent du beurre, on va dire. Et là, je passais d'un business fitness, très bonne ambiance, etc. Sur le plan humain, je crée des événements, j'ai créé un gala international de boxe, des compétitions strongman, où là il y avait un gros engouement, vraiment du positif, mais par contre ça crachait aucune thune, tu vois. Mais bon, deux cycles très intéressants, si tu veux. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on a, en fait, les premières entreprises, on a besoin et on a envie de réussir, on a envie de prouver, on a besoin de montrer qu'on est capable de faire de l'argent, parce que c'est le but au départ. Exactement. T'as cette forme-là. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, t'es plus à la cool, t'es plus sur des valeurs humaines, des choses qui sont plus dans le lifestyle, dans le truc. Bon, l'argent, je sais en faire. Effectivement, il n'y a pas que ça qui compte, surtout quand t'as passé des années à cravacher, t'as un peu envie de prendre un peu de recul. Exactement. Je pense qu'une fois de plus, c'est toujours cette fameuse pyramide de Maslow, tu vois, une fois que tu as réussi certains besoins, tu recherches autre chose, quoi, un épanouissement personnel. Ah, la quête de sens, la fameuse. Voilà, exactement, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à la salle de sport? Ça a été beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures. J'avais monté ça avec mon petit frère. Mon petit frère est parti en premier. C'était plus ou moins une sorte de burn-out. Moi, j'ai senti que j'étais en train de régresser. J'ai senti que voilà, ma première boîte, c'était de l'import. Je voyageais, j'avais beaucoup de connexions, etc. Là, refaire du business localement, je perdais mes connexions. Et surtout, je baignais dans un environnement local, la mentalité locale, si tu veux. Ça a été super sur certains points et sur d'autres points, voilà. Tu retrouves cette mentalité, moi, qui m'a fait quitter ma ville, si tu veux. Tu vois, cette mentalité dans un bourg de moins de 8000 habitants, tu vois, je ne vais pas détailler, mais tu comprends très bien ce que je veux dire. Et j'ai vendu les murs de la salle, et puis j'ai décidé de partir. Au moment où on s'est rencontrés, d'ailleurs, je venais de partir, il me semble. C'est tout frais, quoi. Ouais, pas tout à fait 2 ans, mais un an. Un an et demi? Ouais, un peu plus d'1 an et demi, je pense. Ouais. Et ça faisait, je crois, un mois que j'étais ici, je crois. Je venais de partir. Tu vois. Génial. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir et qu'est-ce qui t'a poussé à rester finalement à l'étranger? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à partir? C'est super cette question que tu me poses. Parce que là, je vais pouvoir. Alors, tu peux le dire, bon, c'est le fisc, puis justement. C'est la police, essentiellement. Tu es recherché par Interpol, voilà, faut le dire. Je suis parti. Je vous le dis, je suis parti pour niquer les impôts. Alors, c'est totalement faux, je te dis ça parce que la première chose que tu entends quand tu pars, c'est ça. Tu vois. Ouais, c'est toujours ça. Ah, il est parti pour pas payer ses impôts, c'est un voleur. Alors, j'ai entendu, il est ruiné, il est endetté. Après, tu vois, une fois qu'ils m'ont vu rebondir, ouais, il baisse les impôts. Alors, mes impôts, je vous rassure, elles sont payées en France. Mes sociétés immobilières sont toujours en France, donc je paye toujours des impôts. Et je pense que j'en paye bien plus que ces personnes, tu vois, qui colportent ce genre de conneries, tu vois, qui eux
sont payés par nos impôts, tu vois. Alors, je suis parti, premièrement, j'en pouvais plus de la mentalité, j'en pouvais plus. Tu vois, je sentais qu'il fallait vraiment que je sorte tous mes business, tu vois. J'ai dû assumer des tas de contrôles, que ce soit la brigade financière, les contrôles fiscaux, marche, des tas et des tas. Une salle de sport, quand je l'ai ouvert, au bout de quelques mois, j'avais déjà des contrôles, alors que généralement, j'ai des potes qui avaient des salles depuis 10 ans, ils n'avaient jamais été contrôlés, tu vois. Ah, mais quand ils aiment bien quelqu'un, ils aiment bien quelqu'un. Ouais, vraiment, je sais que vous m'aimez, que vous me regardez encore, je vous passe le bonjour. Et j'ai observé une chose, c'est quand je suis parti, cette adversité, tu vois, tapis dans l'ombre, elle a disparu et ça m'a vraiment souri, il fallait vraiment que je parte. Ça m'a vraiment souri là. Je pense que la vie, elle te montre quand t'es pas au bon endroit, etc. Je suis parti pour ça, en ayant vraiment, tu vois, à l'époque, Seb, j'avais quelques petits plans comme ça. Je venais de faire le conteneur de Pinard avant de partir, mais j'avais vraiment rien de... Je faisais quelques coachings comme ça. J'en parlais d'ailleurs dans la première vidéo. Je disais que j'avais des missions de consulting, mais c'était pas quelque chose. Je savais pas vraiment sur quoi ça allait m'emmener. Hein. Et mon but, c'était de faire des conférences. Tu vois. Et depuis, tu es devenu conférencier. Je suis devenu conférencier. Comme quoi la vie, tu vois, quand tu suis ton chemin, elle te met des choses sur ton chemin. La mission de consulting pour le vin, je suis en Thaïlande. Ma fille arrive le 26 décembre, une journée que j'oublie pas, tu vois, parce que j'avais été longtemps sans la voir. Et le 26 décembre, avant que ma fille arrive à l'aéroport, le groupe en question me dit rendez-vous à Bangkok, on a quelque chose à te proposer, on voudrait que tu rejoignes le groupe. Je vais là-bas, on me demande qu'est-ce que tu veux comme salaire, alors je sais même pas, tu vois, ce que c'est comme mission, c'est un peu compliqué, tu vois. Et je dis, je sais pas, laissez-moi un peu réfléchir, ma fille arrive, on va à Hua Hin, je passe des vacances avec elle et je vous donne ma réponse. Et là, il me dit, ça tombe bien, à Hua Hin, on a acheté un hôtel. Il me dit, est-ce que tu veux qu'on réserve pour toi là? Et je dis au boss, non, financièrement, je fais attention. Tu vois, j'avais peur qu'il me loue une chambre à je sais pas combien. Il me dit, non, mais on t'invite dans notre hôtel, 10 jours avec ta famille, tu profites, tu réfléchis. Ils me font une offre, tu vois. Et ils me disent, tu réfléchis à cette offre-là et tu me donnes ta réponse. Quoi. Donc je me retrouve à Hua Hin, parce que j'avais dû organiser mes chauffeurs qui m'amènent là-bas avec ma petite. Chambre, etc. Enfin, super. Et je leur donne ma réponse, je leur dis, ok, pas de problème. Je sais même pas à l'époque, hein, tu vois. Je coupe une étape, excuse-moi Seb. C'est pas ça, c'est le deuxième jour, j'entends un bordel monstrueux dans l'hôtel, si tu veux. Je dis, qu'est-ce qui se passe en bas de l'hôtel? Tu étais à la piscine. Il y avait des bus de Chinois et je vois en fait qu'ils font des séminaires, tu vois, des conférences. J'ouvre la porte, tu vois. Je dis, non, c'est quoi ce bordel? C'est ce que je veux faire. Tu vois. Et là, je te le dis, en fait, j'envoie un message au boss. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dans l'hôtel là? Il me dit, on forme des vendeurs, on fait des conférences de motivation. Et tu vois, je leur dis, moi c'est ce que je fais. Je leur dis pas c'est ce que je veux faire, mais je leur dis c'est ce que je fais, je suis conférencier, tu vois. Il me dit, ah bon? Je dis, ah ouais, je fais des conférences en France, tu vois, je bluffe, quoi. Et il me dit, ok, d'accord, ça passe comme ça, les vacances se passent, je donne mon accord pour bosser avec eux, tu vois. Au départ, c'est pas pour faire les conférences, c'est pour acheter le vin, tout ça. Et je me retrouve à Macao, il me dit, voilà, on te met en guest, c'est toi qui vas faire l'entrée, etc., qui va faire présenter l'événement, 1500 personnes. J'ai l'habitude, je gère, ça va. Je vous l'ai dit, je suis conférencier. Et ça s'est super bien passé. Pourquoi Seb? Je vais te dire. Honnêtement, j'avais jamais fait de scène. J'avais un moment un petit peu de trac. Et je me suis dit, t'es en train de te relever là, tu vois. Tout ce que t'as morflé, ta liquidation, etc. Tout, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es en train de te relever. J'avais les mecs sur Snap qui m'envoyaient des messages qui me disent, ça y est Fabien, c'est maintenant là. T'es en train. Tu vois, je me souviens avoir les larmes aux yeux avant l'événement, tu vois.
je me dis, j'ai pas le droit de flipper là. Là, c'est maintenant, je dois montrer que je déchire tout, tu vois. Ouais. Et ça s'est bien passé, tu vois. C'est ça en fait, on revient toujours sur cette notion d'opportunité, de saisir les opportunités. Il y a aussi cette capacité à prendre des risques. Enfin, prendre des risques, ça veut dire aussi. J'ai fonctionné comme ça aussi. À l'époque, on nous demandait de faire des trucs qu'on n'avait jamais fait. Alors nous, on disait, ouais, on sait pas, mais on va essayer, t'inquiète. Et on se débrouillait toujours pour essayer de faire le truc au mieux. Et c'est comme ça qu'on a toujours pu rebondir sur des marchés, sur des vies, sur des trucs qui étaient vraiment totalement différents. Et c'est vrai que l'opportunisme, ça reste à mon sens quand même la plus grosse, le plus gros ascenseur que tu puisses essayer de saisir Exactement. vers le résultat, c'était vers le succès. C'est vraiment, encore une fois, on a tous un volant énorme d'opportunités. Elles se passent de la même manière. Après, quand tu acceptes, tu discutes avec une personne qui te parle d'un autre truc. Et en fait, tout se joue un peu par rebond comme ça. Et la plupart des gens les voient pas, ou du moins restent un peu trop spectateurs du truc et pas assez acteurs. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup sur Internet. C'est-à-dire les gens qui regardent des vidéos, qui rêveraient de ça, mais qui font rien pour, quoi. Entièrement d'accord. Parce que, avec ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ce que disait Richard Branson. Si on te propose une opportunité et que tu ne sais pas le faire, tu acceptes et tu te formes après. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des personnes qui vont voir passer des opportunités, elles vont se dire non, je sais pas, c'est pas pour moi, etc. Il faut accepter. Et comme tu dis, il vaut mieux accepter puis être mauvais que pas accepter du tout et rien faire, quoi. Ouais, c'est ça, mais au-delà de ça, tu peux effectivement toujours te former et être bon. C'est-à-dire que, comme chaque chose, en fait, personne n'est né en sachant tel ou tel truc. Tout s'apprend avec beaucoup de pratique et de l'application. Je dis pas que, tu vois, nous on a fait des opérations avec Julien sur des trucs qu'on n'est absolument pas formé dessus. On a dit, ouais, bon, on va le faire, ouais. On va passer parfois des jours avec des trucs, des cernes comme ça, à régler des problèmes dont on n'avait pas confiance, mais pas conscience du moins. Et effectivement, quand tu veux, tu y arrives. Alors après, les résultats, ils sont pas toujours à l'auteur de ce que tu voudrais, ou alors parfois ils sont mieux, mais toujours est-il que tu as pris un truc au passage et que tu as gagné en expérience et que ouais, c'est une excellente manière de saisir des grosses opportunités comme ça en fait. Moi je trouve que c'est fondamentalement ce qui est le plus pertinent aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on a tous énormément d'opportunités qui nous arrivent devant les yeux et il suffit parfois de savoir les saisir, de ne pas avoir peur de ça, quoi. Ouais, parce que des fois tu vois des choses passer et tu prêtes pas assez attention ou tu as l'impression voilà, que c'est pas, et puis quelques temps après tu te rends compte que c'est un gros business qui est en train de se faire et tu te dis j'ai pas pris l'opportunité, quoi. Alors il y a le travers exact opposé, mais ça je pense que c'est un truc d'entrepreneur, tu me contrediras peut-être ou pas du moins, c'est que à force tu vois plus que le monde sous forme d'opportunité. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu vois le truc, tu regardes un peu, c'est un peu comme si tu étais dans la matrice, tu vois le truc, l'autre il marche combien avec ça, putain, c'est pas mal comme business ça. Tu es toujours un peu dans l'analyse en fait de ce qui se passe et dans l'étude. C'est vrai, une fois que tu as ce mindset là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, et donc pour l'étranger, ouais, qu'est-ce qui fait que tu restes aujourd'hui finalement? Parce que toi tu bouges beaucoup plus que moi, moi je suis quand même en Asie, toi tu étais en Grèce il n'y a pas si longtemps que ça, tu vas repartir là sur la Chine bientôt. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu bouges autant? Quels sont les avantages à être toujours un peu en mobilité comme ça et qu'est-ce que tu envisages de faire dans le moyen, long terme? Je disais donc, ouais, on me propose des missions, à la fois des conférences et des missions de consulting. J'en ai une sur Shenzhen qui va arriver, donc ça me permet de rester en Asie, ça me permet aussi de faire mes coachings d'à côté, et puis bien sûr mon branding. À la fois, toutes ces conférences me servent à progresser, à découvrir voilà, les organisations, les coulisses, gérer voilà, la scène, pour après dans un futur me servir de ce branding pour bien sûr faire mes conférences en France. Oups, excusez-moi. Et ça me permet voilà, de rester dans un environnement que j'aime beaucoup, tu vois, l'Asie, le mindset. Tu vois, j'étais en Grèce pendant un mois, voilà quoi, content de revenir ici parce que ça m'a mis une claque, quoi. Et la Chine, c'est comment alors? La Chine, moi j'adore. J'adore, contrairement, tu vois, à ce que on peut voir l'image, on s'imagine quand tu es en France, hein, pas d'Asie, mais en France on te montre la Chine, voilà, les mecs qui bossent, exploitation pour pas cher. Il y a cette facette-là, oui, de la Chine où les mecs, des business où les gars travaillent des heures de malade pour pas grand-chose, mais c'est pas que ça, si tu veux. Il y a des gros business à faire, et j'en parlais justement avec des entrepreneurs en France. Quand tu vois les saisonniers, le boulot qu'ils font,
Je suis désolé, c'est la même chose en Chine, hein, tu vois. Ah, les gens qui coupent des ailes de poulet à la chaîne en France Franchement. aussi. Les Ouais, mecs qui ramassent les framboises, j'ai des jeunes qui bossaient pendant l'été là, dans ma salle de sport. Ils m'expliquaient un peu les conditions, les heures de boulot. Ouais, ben voilà, il n'y a aucune différence avec la Chine, hein, franchement. Ah, bien sûr, hein, bien sûr. Ok. Et donc, dans l'avenir, qu'est-ce que tu t'entends te fixer? T'entends rester en mouvement? T'entends faire quoi? Très bonne question. Parce que là, j'ai l'impression d'être en mode gitan, tu vois. Mes valises, ma vie se résume à une valise de 30 kilos plus 10 kilos. Ah, Des c'est un fois- sentiment de liberté énorme en même temps. Ouais, mais j'aimerais. Alors, c'est une grande problématique, ça, parce que j'ai envie de me poser, mais aujourd'hui, je sais plus pas si je suis en mesure de me poser, tu vois, parce que j'ai tellement pris goût à ça. Oui, j'aimerais ma penderie, poser mes fringues. Ça m'éviterait de te laisser des sachets de fringues quand je pars. Mais tu vois, j'aimerais avoir un point de chute en Asie. Et puis bien sûr continuer de. J'ai ça dans le sang, tu vois. Je pourrais jamais rester dans un endroit fixe. J'ai la bougeotte, tu vois, une fois que je suis quelque part, j'ai la nostalgie d'aller ailleurs ou de découvrir quelque chose de nouveau. Ah, on a souvent ce problème, drogué à la nouveauté. Ouais. C'est le thème d'une vidéo que je vais faire, je pense, un de ces quatre là-dessus, où effectivement, au bout de 3 jours, moi je commence à m'ennuyer à un endroit et t'es toujours un peu à la recherche de nouveautés, à la recherche de nouveaux trucs. Ça a t'es des piqué, avantages. hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que l'avantage, enfin le mien du moins, c'est que bosser uniquement avec Internet, ça m'autorise effectivement ce type de folie, quoi, de Ouais. pouvoir prendre un sac à dos de 6 kilos et de bouger comme ça quand j'ai envie à peu près et sans rien préparer ou planifier. Ouais. Pour ceux qui vont nous regarder, là, c'est clair que pour beaucoup, ça représente un luxe incroyable, hein. Ouais, mais c'est l'aboutissement d'années et d'années, pas seulement de travail, mais même de cheminement personnel. Je pense que en réalité, on n'est pas éduqué comme ça à avoir, enfin, sauf peut-être les gitans, mais du moins cet esprit de toujours voyager, c'est pas normal presque pour la plupart des gens, de pas être fixé à un endroit, de dire tu passes 3 jours là, puis tu t'en vas ailleurs, puis tu fais quoi? C'est très, très déroutant. Et puis souvent, l'excès de liberté est encore plus déroutant que le reste. C'est-à-dire quand tout est possible, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ta vie à faire des choix qui te creusent le cerveau, quoi. C'est clair. C'est un vrai problème de riche. Ça, ouais, c'est la richesse, c'est clair. Ok, donc d'un point de vue professionnel, puisqu'on a vu un peu ce que tu veux. Alors, ton grand projet à terme, c'est les conférences en France, c'est ça? En France, quand je dis en France, mais ça peut être aussi ailleurs, parce que là, j'ai le projet, je pense qu'on peut en parler, le projet sur lequel tu m'accompagnes. Voilà, j'ai le fait de parler avec toi, etc. J'ai découvert quelque chose que je voulais vraiment faire, et là, je vais le mettre en place, c'est de créer 2 événements en Chine pendant la foire de Canton, où là, je vais mêler ce que j'aime, l'import-export, c'est aussi pourquoi je suis connu sur YouTube. Et puis, ce que je t'embête toujours avec ça, le fameux mindset que je peux mettre en place. Et je vais pouvoir mixer les deux, tu vois. Ouais, ça, et apporter toujours beaucoup de valeur, en fait, c'est ça. C'était un parcours qui est exceptionnel sur ce que tu as pu faire avant, et c'est une expérience qui est géniale pour plein de gens qui aimeraient juste pouvoir refaire la même chose, quoi. Parce qu'arriver à des millions d'euros de chiffre d'affaires en faisant de l'import, ça s'improvise pas, ça demande quand même des capacités à scaler un business, surtout t'es parti de zéro, enfin voilà, tout ça, ça implique quand même d'être effectivement calé. Des erreurs, il y en a plein sur la route, des embûches, il y en a plein, effectivement, tout ça, c'est une valeur qui est considérable, et ouais, et puis en plus, un business qui est toujours en plein boom. Il n'y a pas de business qui est terminé, contrairement à ce qu'on entend toujours dire, c'est qu'il y a toujours des opportunités, toujours des places à prendre, il y a toujours de nouveaux marchés, il y a toujours un nouveau truc qui crée de nouveaux besoins, de nouvelles envies, et c'est exactement ça. De nouveaux marchés, ouais. Donc ok pour ces parties-là. Donc alors on va enfin pouvoir te voir officier vraiment. Ouais. Et transmettre. Octobre, le premier événement à Canton, où en discutant encore une fois avec toi, hein, tu vois, j'ai pu cerner ce que j'allais vraiment mettre en place. Donc ce sera quelque chose de complet où je vais aller directement à l'aéroport, accompagner les personnes qui vont venir sur Canton, et puis on va bosser sur leur projet, on va bosser sur la foire de Canton, je vais expliquer tout ce qui est la négociation, trouver les produits, bref, c'est tellement de choses à voir. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, parce que bon voilà, c'est un peu la Chine, c'est pas la porte à côté, c'est aussi un nouvel univers, et
Ah, faut C'est bien connaître d'être les règles. accompagné. Voilà, Non, il y a mais faut connaître les règles, beaucoup il faut de règles. connaître les endroits qui sont juste gigantesques. Enfin, Tout moi à j'y fait. suis pas allé, mais j'ai vu quelques vidéos. Effectivement, c'est pas un Ikea quoi. Le truc, c'est pas balisé fléché. C'est clair. C'est la langue. Bon bah voilà, faut connaître les rules. Au-delà après des aspects réglementaires, juste qui concernent purement l'import, l'export et tout ça quoi. Mais juste, ça peut être effectivement extrêmement complexe quoi à traiter quand t'as pas l'habitude et quand t'es pas, quand t'as pas un peu de qui t'emmène, qui t'explique un peu comment tout ça marche quoi. Ça s'adresse à qui du coup alors ce type de projet que tu veux monter? Alors, ça s'adresse entrepreneurs, futurs entrepreneurs, ceux qui ont déjà des mains ou qui veulent démarrer l'import, qui ne sont pas encore rendus en Chine. Parce que déjà dans le passé, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai fait de nombreuses fois, Seb. Quand j'étais dans ma première entreprise d'import, il y avait de nombreux clients Mhm. que j'amenais en Chine. Ils voulaient découvrir, il y en a qui voulaient passer à l'import, il y en a qui voulaient voilà, se développer. Donc c'est moi qui leur servais d'intermédiaire, tu vois, je les amenais là-bas, je leur montrais comment négocier. Puis voilà, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Ils avaient quelqu'un voilà, d'expérience avec eux. Ah, et puis tu avais des contacts, des réseaux, et Exactement. puis tout ça. Donc, ouais. Exactement. C'est vrai que moi j'ai débarqué là-bas un peu comme main dans les poches, tu vois, envie de T'es un bon croquer le client. monde. Et tout ça c'est une force aujourd'hui, tu vois, j'ai un réseau d'affaires, d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, d'agents, etc. Donc tout ça c'est une force. Et puis voilà, on va visiter la foire de Canton, mais on va aussi voilà, dîner ensemble, faire des événements le soir. Où on va parler voilà, vraiment et des blocages qu'il y a, parce que tu as beaucoup de personnes qui ont peur de faire l'import-export. Donc moi ça va être aussi mon job de faire tomber toutes ces barrières. Tu vois. Ouais, c'est vrai que d'un autre côté, moi je me mets un peu, je suis un peu l'avocat du diable, mais pour avoir eu quand même des boîtes avec toutes les conneries qu'on te demande de remplir, toutes les formalités, tous les machins, l'idée de devoir en plus gérer l'arrivée d'un ou plusieurs conteneurs avec tout ce que ça présuppose dans mon esprit de tas de monceaux de papier et d'emmerdements potentiels à gérer, c'est vrai que c'est potentiellement, je peux comprendre que ça refroidisse ou du moins que ça interroge, quoi, sinon ça inquiète. Ça, la paperasse, il y en a comme tu dis. Il y en a, mais ça fait partie du jeu. Après, Ouais. la paperasse, c'est pas. Bon, voilà, c'est juste que moi j'ai une petite phobie administrative maintenant, un truc du genre. Mais il y a des Je gens qui pense sont qu'on très est pareil. qualifiés pour les remplir. Les Exactement. papiers, tous sous-traitent, tous délèguent. Mais encore faut-il savoir, enfin voilà, à quelle sauce tu vas te manger, et puis éviter les pièges, quoi, les grosses erreurs, les gros trucs comme ça. C'est un business qui est très rentable, mais qui demande. On n'a pas. Quand tu aimes la liberté, c'est sûr que l'import, tu as moins cette liberté-là. Tu es obligé d'avoir un entrepôt, obligé d'avoir voilà, tout ce qui est administratif, ça te demande une structure quand même, quoi. Donc c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, mais ça peut être aussi le moyen pour d'autres de découvrir des idées, tu vois. Ah, bien sûr. De se dire, bon moi je vais peut-être pas importer un conteneur, tu vois, Mhm. mais je vais. Surtout on pense suite à import-export conteneur, mais il y a moyen de faire du business à l'import en petite quantité, tu vois. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, on en reparlera ouais, justement de cette partie-là qui m'intéresse un peu plus précisément puisque moi j'ai un tout petit appartement donc le conteneur bon ça va être chaud à gérer quoi mais il y a des choses autrement possibles à faire avec l'import effectivement. Ok, bah, on mettra tous les liens donc dans la description pour envoyer vers une présentation un peu de ça quand ça sera formalisé. Donc premier rendez-vous en octobre et c'est un truc que tu veux faire régulièrement du coup. 2 fois par an, avril et octobre. Ok. C'est quoi en durée 2 jours, 3 jours Alors, il y a 3 phases. Ce sera, pour commencer, à chaque première phase, c'est la phase qui est généralement la plus intéressante pour allez, 60% des importateurs, qui sont des entrepreneurs. Donc ce sera pour la première phase, et c'est une phase de mémoire qui dure 5 jours, Seb. Mhm. Donc on fera ça entre 3 et 5 jours, on va voir, je vais réfléchir un peu. Je pense que 5 jours ce serait idéal pour accompagner sur la totalité de la foire, tu vois. Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien, c'est une bonne durée, ça permet de faire le tour de la question et puis surtout Voilà. d'avoir des échanges le soir qui sont pertinents. Donc ouais, Voilà. un peu ton idée c'est quoi? C'est d'accompagner les gens vraiment vers la création aussi d'une activité, même s'ils n'ont pas commencé l'import, même s'ils sont finalement un peu novices. Oui, parce que tu as beaucoup de personnes qui essaient d'aller à la foire de Canton pour avoir des idées, pour se dire. Tu as des personnes qui se lancent, qui ensuite se tournent vers l'import, mais tu as aussi des entrepreneurs, enfin des futurs entrepreneurs, qui veulent d'abord trouver une idée pour se lancer. Donc tu vois, tout ça, tout ce beau monde peut se mélanger. Tu vois. Ok. Puis il y a aussi l'option, on pense toujours foire de Canton, mais il y a aussi le marché de Yiwu qui là demande encore plus de déplacements, etc. et de connaissances, parce que Yiwu c'est encore beaucoup plus technique. Voilà, il y aura cette option-là, pourquoi pas envisager. Ok, ok, ça marche. Un Bon, beau bah, projet, quoi.
Ouais, c'est un beau projet, Ça va cartonner les mecs. un projet de longue haleine et effectivement avec plein de belles choses à monter, ouais, encore une fois, il n'y a rien de terminé, même si aujourd'hui, ouais, il y a de la concurrence, il y a des trucs, mais il y a des marchés, il n'y a jamais eu autant de clients potentiels sur Terre non plus. Exactement. Il y a de nouveaux trucs qui arrivent tous les jours, il y a un nouveau téléphone par marque tous les ans, il y a besoin de nouveaux accessoires, de nouveaux trucs, enfin il y a des milliards de choses qu'on peut vendre effectivement. Ok. Bah écoute, c'était un plaisir en tout cas de discuter avec toi sur cette partie-là, enfin de partager un peu cette expérience et puis un peu ton parcours justement, puisque l'idée c'était ça, c'était de montrer qu'il y a 1000 manières d'être entrepreneur au moins, et que moi, mon modèle à moi, il est certes différent du tien, il me permet d'avoir la liberté que j'ai choisie, et puis toi, tu as construit ton modèle aussi, qui est différent, mais qui rejoint le même objectif. Je crois qu'on se rejoint là-dessus, c'est finalement un peu ce qui nous guide finalement vers l'entrepreneuriat. Au départ, c'est l'argent, mais l'argent, c'est jamais qu'un moteur vers la liberté, quoi. Exactement. Ok. Bah, je te laisse le mot de la fin du coup. C'était encore une fois sympa de faire cette première vidéo avec toi. J'espère que ça aura apporté beaucoup de valeur aux personnes qui nous suivent. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin du coup. Bah, je te remercie aussi, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'était également un grand plaisir pour moi de présenter mon activité sur la chaîne de Seb. Je vous souhaite, comme je dis toujours, toute la réussite que vous méritez. Mon slogan, c'est ta réussite, tu la mérites. À bientôt. Ciao, ciao.